À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Boker Tov. Nous allons commencer ce journal par des informations contradictoires autour d'un possible accord sur la libération des otages. Et oui, en effet, Ilana, selon des sources saoudiennes au sein du Hamas, on affirme avoir fourni à Israël une liste de 34 otages qui seraient libérés dans le cadre de la première phase d'un accord. Dans cette liste, des civils, des soldats, des hommes, des femmes, des enfants vivants ou morts. Seul problème, Israël affirme n'avoir pas reçu cette liste. Le Hamas affirme être pour l'instant incapable d'affirmer qui de ces 34 otages est vivant et qui ne l'est plus. Or, c'est exactement ce qu'exige Israël pour pouvoir déterminer. Il réclame justement une trêve d'une semaine dans les combats. Et à la présidence du Conseil, on admet qu'il y a eu des progrès dans les pourparlers qui se tiennent actuellement à Doha, mais qu'il n'y a pas encore de percée véritable. Cette incertitude se reflète également dans l'attitude du chef du Mossad, Edi Barnea, qui n'a pas encore décidé s'il se rendra aujourd'hui à Doha ou non. Une source palestinienne a affirmé à la radio israélienne que toutes les parties veulent conclure un accord avant l'entrée en fonction du président américain Donald Trump le 20 janvier prochain. Au sein du Hamas, on redouterait en effet les menaces de Trump et l'on voudrait instaurer un retour au calme, même provisoire. Et on revient maintenant au front nord avec des pressions américaines pour qu'Israël se retire du Sud-Liban. Oui, en effet, on approche de la fin des 2 mois de cessez-le-feu et les Américains voudraient voir Israël quitter le Sud-Liban, ce qui n'a pas encore été fait à la suite de violations multiples de l'accord par le Hezbollah. Apparemment, Tsahal se prépare à évacuer la zone ouest du Sud-Liban, c'est-à-dire sur le littoral au-dessus de la ville de Rosh Hanikra. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'ordre donné à ce sujet. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réuni un forum restreint de ministres sécuritaires pour débattre justement du dossier du front nord. Il faut souligner que l'émissaire américain Amos Hochstein pourrait revenir dans la région afin d'envisager une prolongation de 2 mois supplémentaires du cessez-le-feu. Et dans ce contexte, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a affirmé hier que le retour des habitants du nord d'Israël débutera à partir du 1er mars. Oui, effectivement, hier après-midi, le ministre Smotrich ainsi que le ministre de tutelle du dossier des habitants du nord, Zeev Elkin, ont indiqué que 70 à 80% des capacités militaires du Hezbollah avaient été détruites par Tsahal et que l'heure du retour approche pour les habitants des localités frontalières qui avaient été évacuées le 8 octobre 2023. La date choisie donc pour le retour officiel de ces habitants sera le 1er mars prochain. Nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité des habitants, a dit Bezalel Smotrich, qui a révélé que le gouvernement allait accorder à ses habitants des allocations spéciales de réinstallation à raison d'une somme pouvant aller jusqu'à 25 000 shekels par habitant et 12 000 shekels par enfant. D'autres indemnités sont également prévues, ce qui risque peut-être de contrarier les habitants du sud du pays qui ne bénéficieraient pas des mêmes avantages. Le voile se lève peu à peu par ailleurs sur les conclusions des enquêtes de l'armée israélienne sur les massacres du Hamas du 7 octobre. Oui, en effet, certaines sources ont laissé transparaître quelques-unes des conclusions, au moins d'un des rapports de Tsahal qui doit être rendu public à la fin du mois de janvier. Ce rapport révèle que plus près de 5000 terroristes palestiniens ont pénétré ce jour-là, le 7 octobre 2023 en Israël, en plus de 100 points divers le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. 40 terroristes sont arrivés dans des canaux par voie maritime. 8 terroristes ont utilisé des parapentes. 3 d'entre eux ont atterri à Netiv à Sarah où ils ont assassiné 21 habitants. 4500 roquettes ont été tirées durant le 7 octobre par le Hamas en direction d'Israël, en particulier en direction des bases militaires israéliennes du sud du pays. Et enfin, 1400 terroristes ont été tués ce jour-là dans les combats. Les soldats réservistes de Tsahal sont, eux, menacés d'arrestation dans certains pays. Israël a décidé de les mettre en garde, d'ailleurs, ouvertement. Oui, effectivement, à l'origine de cette mise en garde, la mésaventure qui est arrivée à un réserviste de Tsahal qui a décidé d'effectuer une excursion au Brésil, un déplacement au Brésil. Ce réserviste était le 7 octobre au festival Nova, dont il a échappé par miracle. Et ensuite, il s'est enrôlé dans Tsahal et a servi de longs mois dans la bande de Gaza. Son erreur a été apparemment d'avoir posté sur les réseaux sociaux des photos de lui en uniforme de combat au cœur de la bande de Gaza. Ces photos ont été récupérées par une ONG pro-palestinienne dont le siège est à Bruxelles et celle-ci a récupéré les données du soldat et a retrouvé le soldat au Brésil. Le réserviste a reçu des mises en garde israéliennes et a très vite fui le Brésil pour l'Argentine. Il faut souligner que le Brésil est aujourd'hui l'un des pays les plus hostiles à Israël. Ces autorités pourraient plus facilement arrêter des soldats israéliens en vacances. Au sein du cabinet pour la sécurité nationale, il a été décidé de s'occuper du dossier de ces soldats à l'étranger de manière structurelle et non au coup par coup.
page météo pour compléter ce premier journal. Eh bien, le temps sera couvert à partiellement nuageux, les températures en baisse. 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv, 21 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Igal Palmor. Igal, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département des relations internationales à l'Agence juive, ancien diplomate, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Avec vous, je voudrais que nous revenions sur les données publiées par le Bureau des statistiques israélien la semaine dernière, qui fait état d'un chiffre assez impressionnant. 85 000 Israéliens auraient quitté le pays en 2024, 55 000 en 2023. C'est bien plus que la moyenne qui était autour, on va dire, d'une vingtaine de milliers d'Israéliens, de 25 000 Israéliens qui quittaient le pays chaque année. Alors certains, on va dire dans l'opposition en particulier, affirment qu'il s'agit là d'une relation de cause à effet liée d'abord à la réforme judiciaire, ensuite à la situation de guerre, une guerre qui se prolonge. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer, on va dire, ce départ? Et je vous pose la question, bien que je sais que à l'Agence juive, on ne s'occupe pas de Yerida, mais on s'occupe plutôt d'Aliyah. Alors, donnez-nous tout de même votre appréciation. Oui, alors, vous avez bien fait d'inciter là-dessus. L'Agence juive s'occupe des arrivées, pas des départs. Ceux qui partent ne passent pas par l'Agence juive. Nous n'avons pas mené de sondage, donc ce que je vais dire reflète mon opinion personnelle en tant qu'observateur des phénomènes migratoires. Ce n'est pas l'opinion de l'institution dans laquelle je travaille. Alors, d'abord, je dirais que, en tant que quelqu'un qui suit de très près le travail du Bureau des statistiques, je constate que cette année, ils ont changé la méthode de calcul des arrivées et des départs, surtout des départs. Ils ont changé les paramètres et donc il est impossible de comparer les chiffres de cette année avec ceux de l'année précédente. Et il faudra attendre l'année prochaine et celle d'après pour avoir une idée plus nette du mouvement migratoire. Ça, c'est un caveat extrêmement important qu'il faut tenir en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne parlons pas des mêmes chiffres et des mêmes statistiques que l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire en termes techniques? Qu'est-ce que ça veut dire comment on a modifié les paramètres? Oui, on a modifié les paramètres. C'est-à-dire que pour être comptabilisé comme une personne ayant quitté le pays, il faut passer moins de jours à l'étranger, mais au coût, disons que, pour simplifier les choses, moins de jours, mais dans une période plus longue. C'est compliqué, c'est très important pour, par exemple, le fisc, pour savoir qui est redevable, par exemple, qui doit payer la Sécu et qui est exempté de payer la Sécu. Il faut savoir combien de jours par an vous passez en Israël. Il y a évidemment des jeunes qui vont faire des études supérieures à l'étranger, qui vont passer des personnes qui sont délocalisées pour cause de travail. Est-ce qu'ils doivent payer la Sécu en Israël ou pas? Et donc, comptabiliser les jours passés à l'étranger au cours d'une année ou au cours de 2 ans, c'est là qu'entre certaines méthodes de calcul, il y a évidemment des gens qui font un aller-retour pendant l'année. Ouais. Alors il faut savoir où est leur centre de vie, où doivent-ils payer des impôts. C'est pour ça que ces calculs sont importants pour les institutions gouvernementales et la méthode de calculer la vie ailleurs, le centre de vie ailleurs qu'en Israël, cette méthode a changé. Donc ça, c'est une chose qu'il faut constater d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai remarqué dans les articles qui ont analysé les chiffres un phénomène très intéressant. Parmi ceux qui auraient quitté Israël cette année, on voit un taux, il n'y a pas de ventilation très concrète, mais on constate un taux relativement très élevé de chrétiens. Vous savez qu'en Israël, les habitants sont classés, contrairement à la France d'ailleurs, selon leur confession, juifs, musulmans, chrétiens ou sans religion. Donc on constate un taux beaucoup plus élevé de chrétiens, plus élevé que leur taux dans la population générale, ce qui nous fait croire que parmi ceux qui auraient quitté le pays, il y a beaucoup d'Ukrainiens.
qui sont arrivés ici cherchant refuge au cours de la guerre en Ukraine. Et là, on peut comprendre que s'ils ont cherché un abri, un refuge de la guerre, Israël est en situation de guerre depuis le 7 octobre. Et il se pourrait parfaitement qu'ils sont allés chercher un pays beaucoup plus calme. Alors là, voilà. c'est un point important parce que il faut rappeler, et là c'est véritablement votre domaine de juridiction, si je puis dire, il faut rappeler que l'année 2022, cette année du déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a vu une alia massive, on va dire, d'ayants droit, d'ayants droit qui ne sont pas peut-être obligatoirement juifs selon la halakha, mais qui ont un ascendant juif. On parle de chiffres de 70 000, plus de 70 000 nouveaux immigrants qui se sont inscrits durant l'année 2022. Donc une partie de cela pourrait être reparti en 2023 et en particulier en 2024 aussi avec le prolongement de la guerre. Oui, tout à fait. Lorsque la guerre éclate en Ukraine, on assiste à une arrivée massive non seulement d'ayants droit ukrainiens, mais également de Russes. Oui. Et quand je parle de Russes, je veux parler de citoyens russes qui sont arrivés en masse. Depuis 2022, nous avons vu je crois 90 000 ou même 100 000 olim en provenance de Russie surtout. Et évidemment, un ayant droit peut venir en Israël en tant que olé avec le conjoint, l'épouse ou l'époux, qui ne sont pas forcément juifs, pas du tout. Et donc quand on voit que un taux important de personnes classées comme chrétiennes quittent le pays, ça doit être, on suppose, les conjoints de ceux qui sont arrivés de Russie ou d'Ukraine, qui ont un époux, une épouse chrétienne. Évidemment, ça ne rend pas compte du mouvement migratoire dans sa totalité, mais c'est une partie intéressante qu'il faut remarquer. Ensuite, il y a une grande partie d'enfants de bas âge qui sont partis, ce qui fait croire évidemment qu'il y a des familles qui sont parties. Et là, je crois que l'hypothèse la plus raisonnable, c'est que ces familles sont parties à cause de la guerre, en cherchant un endroit plus calme. Est-ce qu'elles vont rester à l'étranger quand la guerre se terminera? Personne ne peut le prédire, mais il est raisonnable de penser que la guerre a fait son effet et que beaucoup de gens cherchent un lieu plus calme, en tout cas le temps de la guerre, voilà, pour rester avec les enfants loin des alarmes, des missiles, du danger que représente une guerre. Alors, il y a dans ces données, par exemple, on parle d'11 000 habitants de Tel Aviv qui auraient quitté en 2024. Est-ce que finalement toutes les explications que vous nous avez données depuis 5 minutes, est-ce que cela d'une certaine manière permet de rejeter, on va dire, les affirmations, on va dire, de ceux qui ont été les catalyseurs de la réforme de la campagne contre la réforme judiciaire, qui disent que, eh bien, il y a de plus en plus d'Israéliens qui s'enfuient du pays parce qu'ils ne veulent pas que l'État d'Israël sombre dans la dictature? Personnellement, je ne vois pas de lien entre le lieu de résidence géographique et les opinions politiques qui pourraient conduire à un départ. Je crois que là, on fait un raccourci. Vous savez, on a fait, ça a été publié d'ailleurs dans tous les journaux, on a fait des statistiques de services militaires et il s'est avéré que Tel Aviv est la ville la plus mobilisée. Donc, si les résidents de Tel Aviv sont les plus mobilisés dans l'armée, est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont plus enclins à quitter le pays? Ça peut paraître contradictoire. Après, oui, c'est vrai que les grandes manifs contre la réforme judiciaire du gouvernement se passent à Tel Aviv. Ça ne veut pas dire que Tel Aviv, en tant que tel, tout entière est mobilisée contre la réforme, puisqu'il y a beaucoup d'habitants des villes autour de Tel Aviv qui viennent manifester. Donc la relation entre le lieu de résidence et les opinions politiques et les opinions concernant la guerre ou la volonté d'aller chercher un lieu plus calme
ou faire des études supérieures, ou aller chercher un travail à l'étranger. Je ne vois pas un lien direct, et je crois que tant qu'on ne fera pas un sondage sérieux chez ceux qui partent, et ce sondage ne se fera pas évidemment, mais tant qu'on ne fera pas un sondage, il est très difficile, voire impossible, de faire des affirmations sur leur motivation. Donc effectivement, donc il est exagéré ou en tout cas prématuré d'affirmer qu'il y a effectivement une relation de cause à effet entre ces données fournies par le Bureau des statistiques et le fait que eh bien ces personnes qui sont parties parce que ils craignent une dégradation dans l'État d'Israël, c'est cela? Oui, c'est prématuré, c'est en tout cas mon avis personnel, c'est prématuré, et il faudra attendre les chiffres de l'année prochaine et celles d'après pour pouvoir tenter de tirer des conclusions. Je répète, personne n'a sondé les motivations de ces personnes. Si le mouvement migratoire, le mouvement d'émigration se confirme l'année prochaine et l'année d'après, on pourra tenter de l'expliquer par ce qui se passe en Israël, politiquement ou militairement. Mais je crois que cette première année de grande vague migratoire, avec l'effet de changement de paramètres statistiques, comme je l'ai dit au début, rend les conclusions politiques prématurées, sinon impossibles. Et attendons les chiffres de l'année prochaine et celle d'après avant de tenter d'affirmer quoi que ce soit. Ok, alors je voudrais encore vous poser deux questions. La première, elle se rapporte à un événement brûlant, puisque on a vu ce jeune réserviste qui s'est retrouvé en tioule, en excursion au Brésil, et qui a dû quitter précipitamment. Est-ce que vous, en tant qu'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, est-ce que le ministère a la capacité aujourd'hui de mettre en garde, il doit mettre en garde, on va dire, l'ensemble des réservistes israéliens qui ont servi dans l'armée dans Gaza pendant la guerre, faire attention de choisir des pays où il n'y a pas une forme d'hostilité de la part des autorités? Est-ce que j'ai le droit de dire que cette histoire m'énerve? Ah oui, j'ai le droit de dire oui, parce que ça m'énerve, vraiment. Tout cela aurait pu être évité très facilement. Je crois que, on a appris aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères a réuni des responsables du Conseil de sécurité nationale, du Mossad, et il y a eu des délibérations. Tout cela est parfaitement futile parce que ce problème aurait pu être évité très simplement en évitant de poster sur les réseaux sociaux des images et des informations sur le service militaire, que ce soit au cours du service obligatoire, au cours du service des réservistes. Il n'y a aucune raison de poster des images et d'informer d'abord l'ennemi à Gaza ou au Liban des faits et gestes des unités de l'armée. Aucune raison. Et d'ailleurs, l'armée a publié des ordres et des instructions très strictes concernant l'interdiction de publier des photos et des informations sur le mouvement des troupes sur les réseaux sociaux. Il paraît que la discipline en ce qui concerne ce phénomène est nulle. Mais d'abord, il faut éviter de poster les activités militaires. Et puis, quand on se rend à l'étranger, il n'y a aucune raison d'informer le monde entier en temps réel vos lieux de visite, vos lieux de randonnée. Si vous êtes au Brésil et que vous admirez les beaux paysages, il n'y a aucune raison de le faire en temps réel. Attendez d'être sorti du pays avant d'informer vos amis et vos connexions des beaux paysages que vous avez visités dans ce pays. Voilà. Et important encore, je répète, aucune raison de partager avec le monde entier ce que vous avez fait pendant votre service militaire. C'est seulement comme ça que ce genre d'événement pourrait être évité. C'est vraiment simplissime, ouais. Ça coule de source, c'est la logique simple, pure et simple, et je ne vois pas pourquoi les jeunes, les jeunes et les moins jeunes ne le comprennent pas, et ils se mettent dans un piège qui les accueille à bras ouverts.
Alors, on a bien compris, donc prudence, vigilance, essayez d'être discret, surtout sur les réseaux sociaux. C'est le message que vous nous faites passer, c'est clair. Yigal, dernière question, on est au début d'une nouvelle année. Est-ce que vous disposez des données de la Aliyah pour l'année 2024 et peut-être en particulier de la Aliyah de France? Oui, la Aliyah de France a doublé. Je n'ai pas le chiffre très très précis, mais c'est 2100, 2200, ça va chercher dans ces chiffres-là. Elle a doublé par rapport à l'année dernière. La Aliyah des États-Unis également, elle a dépassé les 3000, je crois que ça va chercher dans les 3200. Elle a augmenté de 25%. En revanche, la Aliyah de Russie a baissé de 40%. Et nous sommes arrivés à 18 000, 19 000. Donc, avec le pourcentage, on croit voir un certain phénomène, mais en fait, la Aliyah de Russie constitue toujours environ 60%, 75% du total de la Aliyah. Mais si la Aliyah de France a doublé, c'est déjà un phénomène remarquable. Oui. Espérons qu'elle continuera à augmenter, à doubler en 2025 également. Eh bien, merci beaucoup Yigal Palmore d'avoir répondu ce matin à nos questions, en particulier autour de ces données sur l'émigration d'Israéliens vers l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été aussi clair et limpide dans vos explications. À bientôt Yigal. Bonne journée. À bientôt Daniel. Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, ce matin, il y a consensus dans la presse israélienne autour de progrès dans les pourparlers sur la libération des otages. Oui, en effet, il en attend le Yediot Aharonot que le Israël Hayom mentionne en titre que l'on est peut-être enfin sur la bonne voie vers un accord, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Les deux grands quotidiens israéliens admettent qu'un seul et même obstacle se dresse sur cette bonne voie, et cet obstacle, c'est le refus du Hamas de fournir une liste des otages vivants. Côté israélien, on repousse également les allégations du Hamas en ce sens, et l'on affirme que le mouvement terroriste n'a toujours pas fourni de liste. On parle dans les quotidiens et les sites d'information d'une liste de 34 otages que le Hamas aurait l'intention de libérer dans la première étape de cet accord, mais en Israël on dément avoir reçu cette liste. Le Israël Hayom affirme qu'il y a encore 4 points importants à surmonter. Il faut souligner que la liste des 34 noms a été rendue publique il y a quelques instants à peine. Et ce matin, on peut lire plusieurs éditos autour de ce possible déblocage des pourparlers. Oui, le Israël Hayom a donné la parole à Deria Gonen, la sœur de Romi Gonen, qui est l'une des otages qui est détenue par le Hamas depuis le 7 octobre. Elle écrit « Nous nous sentons à une encablure de Romi. L'heure est venue de la ramener, elle et les autres otages, à la maison. Imaginons cet instant fou où ils vont revenir. C'est possible, il faut y croire. Romi est en train de revenir. Tous les otages reviennent », écrit Deria Gonen ce matin dans le Israël Hayom. Amnon Lord écrit toujours dans le même journal: un accord va permettre de panser nos plaies et va nous permettre de regarder en avant, mais il met en garde et rappelle les propos d'Anthony Blinken, qui a reconnu qu'à chaque fois que l'on semblait proche d'un accord, le Hamas se rétractait. Nahum Barnea écrit en première page du Yediot ce matin que l'équipe israélienne des négociateurs préfère pour l'instant un accord global en une seule étape, et Barnea, de manière assez inattendue, se joint à cette équipe pour réclamer un accord en une seule phase, alors qu'il y a plusieurs mois, eh bien, il clamait son soutien à un accord en plusieurs étapes. Et il écrit ce matin que Mordechai Sinwar, qui était à l'origine de la capture de Gilad Shalit en 2006, a appris que la patience était l'arme la plus forte du Hamas dans les pourparlers avec Israël. Et enfin, dans le Yediot Aharonot, Merav Lechem Gonen, la mère de Romi Gonen, écrit un éditorial dans lequel elle revient sur les yeux de Liri Elbag, dont les photos ont bouleversé de nombreux Israéliens. Selon elle, ces yeux de Liri viennent nous dire « Soyez forts, sortez-nous de là au plus vite ». Ils viennent nous dire que Liri évolue dans un enfer sans nom, et elle écrit que ce sont aussi ce que les yeux de sa fille Romi demandent aujourd'hui. Les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence par ailleurs la tentative d'arrestation d'un réserviste de Tzahal ces derniers jours au Brésil. Oui, ce réserviste a été menacé d'arrestation pour crime de guerre alors qu'il était en excursion au Brésil, un pays devenu, on le sait, farouchement anti-israélien. Il a réussi à passer la frontière en Argentine, mais ce matin, le Yediot Aharonot met le doigt sur la principale problématique autour de ces possibles arrestations de soldats ayant servi dans la bande de Gaza pendant la guerre. Et il demande, comme l'ont fait hier les autorités israéliennes, aux soldats de cesser de poster des photos de
2 dans la bande de Gaza en uniforme. Cela empêchera les organisations pro-palestiniennes de les repérer et de les menacer d'arrestation. Le Yediot Ahronoth nous montre également la carte des pays où les soldats risquent d'être menacés. Il s'agit par exemple de pays comme le Brésil, l'Irlande, l'Espagne, la Belgique et l'Afrique du Sud qui mènent une politique farouchement anti-israélienne, et le Yediot fournit également une seconde liste dans laquelle une procédure a été ouverte contre des soldats israéliens. La France est l'un de ces pays. Le Israël Hayom parle en première page de la crainte des autorités de voir d'autres ordres d'arrestation être prochainement publiés. Tous les quotidiens nous montrent ce matin des photos qui sont le reflet d'un changement peut-être historique. Oui, il s'agit des photos de ces quelques dizaines de soldats orthodoxes qui ont décidé de s'enrôler dans la brigade qui prend le nom des Hashmonaïm, des Asmonéens. C'est le nom de cette brigade qui sera composée uniquement donc d'élèves des yeshivot orthodoxes. L'unité des pionniers, titre le Yediot Ahronoth en page intérieure, et le journal cite l'un des soldats, Eliaou de Beth Shemesh, qui a déclaré après le 7 octobre: je n'étais pas à l'aise de rester sur les bancs de la yeshiva alors que tant de jeunes de mon âge faisaient la guerre. C'est pourquoi j'ai décidé de m'enrôler. Fin de citation. Et puis le Maariv fait ce matin une révélation, Daniel, dans la page d'ouverture de son site. Oui, en effet, le Maariv révèle que les Américains pourraient proposer de prolonger le cessez-le-feu de 2 mois supplémentaires au sud Liban. Selon le journal, l'émissaire américain Amos Hochstein doit arriver très prochainement à Beyrouth pour proposer cette prolongation, et ce face à l'incapacité de l'armée libanaise de se déployer solidement dans le sud du pays. Et puis il serait question également d'une totale démilitarisation de toute la région du sud Liban qui serait en deçà du fleuve Litanie. Toujours dans le Maariv, une information sur les intentions de Donald Trump envers l'Iran dès son entrée en fonction fin janvier. Oui, le Maariv cite le Wall Street Journal qui croit savoir que la future administration Trump envisage très sérieusement une série d'attaques aériennes contre l'Iran ainsi que le retour de sanctions économiques contre les Iraniens afin d'empêcher la production d'armes nucléaires. Et ce alors que l'Iran fait face actuellement à une crise économique sans précédent et, on le sait, à un affaiblissement de son statut régional, en particulier sur le plan militaire. En réaction, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré qu'il était prêt à rouvrir les négociations sur un nouvel accord en échange du gel de toutes sanctions. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un nouveau détour vers la première page du Israël Hayom. Oui, avec un titre émouvant qui se rapporte à l'espion légendaire Eli Cohen. 59 ans après sa pendaison sur la place publique à Damas, sa veuve Nadia Cohen ne désespère pas d'assister au retour de sa dépouille mortelle. Je ne perds pas espoir, surtout pas maintenant, affirme-t-elle dans une interview donc au Israël Hayom. Nadia Cohen a aujourd'hui 89 ans. Elle espère que la chute du régime de Bachar Assad va permettre de retrouver le corps de son mari. On voit ce matin Nadia Cohen en photo devant un immense portrait de son mari, Eli Cohen. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Or Issachar. Or, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département de recherche au sein de l'association des bitronistes, et avec vous nous voulions avoir un peu essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe au niveau de cet accord. Alors les informations sont parfois contradictoires, ce matin elles le sont. Du côté du Hamas, on affirme avoir envoyé une liste des otages. Du côté israélien, on dit n'avoir pas reçu de liste, ne pas savoir qui est vivant et qui est mort parmi les otages qui devraient être libérés dans la première phase. Où on en est? Est-ce qu'on peut essayer de faire le clair, de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 48 heures pour qu'il y ait un déblocage apparemment, et est-ce qu'on est véritablement vers un accord ou c'est encore une fois des espoirs, un espoir qui risque d'être déçu? Ouais, il y a plein de rumeurs mais peu de résultats malheureusement. Et on voit bien que le Hamas utilise de manière très cynique nos otages comme une monnaie d'échange. Alors bien évidemment, ils les ont pris pour une raison, c'est-à-dire les utiliser pour préserver leur propre régime à la bande de Gaza. Et c'est malheureux, mais ça aussi oblige Israël de prendre des risques et des autres étapes qui n'étaient pas prévues auparavant. C'est-à-dire, oui, il était évident, par exemple, que Hamas selon les rumeurs, selon des rapportages, a transféré une liste d'otages, 34 otages, à voir à quel point ils vont être libérés, à quelle façon. Est-ce que ces 34 otages, leur libération est conditionnée sur
par exemple, le retrait total des forces de place de la bande de Gaza. Oui. Alors, bien évidemment, il y a un écart entre ce qu'est l'Israël, et le maximum qu'Israël est pris à donner et le minimum qu'Hamas est pris à recevoir, et à voir à quel point ça va nous mener. Et entre-temps, il y a nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Alors, il faut changer de tactique. Depuis novembre 2023, cette tactique, la tactique présente de pression militaire seulement, n'a pas marché. Alors, ce qu'il faut, c'est se recalculer, c'est-à-dire pression militaire, oui, absolument, avec la force, mais reconsidérer notre stratégie, des sanctions sur l'Iran, je l'ai dit depuis décembre de l'année dernière, des étapes sur l'assistance humanitaire. Il n'est pas logique, je vous dis très franchement, qu'on continue de fournir à notre ennemi avec de l'assistance humanitaire pendant une guerre, alors que nos otages sont là-bas. Il y a plein d'étapes qu'on peut prendre, et moi, j'ai l'impression, Daniel, qu'avec l'ascension et l'inauguration de président Trump, ça va être plus facile, j'aurais dit ça. Oui, vous dites qu'en fait, Donald Trump serait plus favorable à la stratégie, ce que l'on appelle, on va dire, le plan des généraux qui visaient à tout simplement couper la bande de Gaza en deux, tout simplement la vider de ses habitants dans le nord et permettre, interdire, on va dire, l'acheminement d'aide humanitaire. Bon, le plan des généraux, il faut se méfier des slogans. C'est-à-dire, nous, au Bitronis Team, on a des centaines de généraux. Oui. Et alors, moi, personnellement, je méfie depuis le 7 octobre, surtout, des programmes qui sont uniquement militaires. Et nous, aux Bitronis Team, on a publié un plan qui s'appelle les îles humanitaires, les îlots humanitaires, qui, en fait, urge l'échelon politique, l'échelon militaire de passer à l'étape suivante, à la bande de Gaza, c'est-à-dire à transférer la population palestinienne vers des îles humanitaires avec des chapitaires, des temps, où en fait l'assistance humanitaire aurait été prise des mains de Hamas et d'UNRWA et aux mains israéliennes, en fait, avec coopération avec des ONG qui opèrent, sont en train d'opérer à la bande de Gaza aujourd'hui. Mais cette étape va prendre tout le contrôle des mains de Hamas et de l'UNRWA. Et cette étape n'a pas été prise par le gouvernement israélien ni par l'établissement de défense depuis un an. Alors ça, peut-être, va nous mener vers l'étape suivante, non pas seulement l'évacuation de la population du nord de Gaza. Alors, je voudrais revenir avec vous justement à propos du dossier des otages, sur les déclarations faites au New York Times par Anthony Blinken qui termine son mandat. On a le sentiment que lorsque un homme d'État de l'envergure de Blinken termine son mandat, il n'a plus grand-chose à perdre et que quelque part il dit plutôt la vérité. Et les révélations qu'il a faites autour justement des difficultés à conclure un accord sont assez éloquentes. On avait souvent le sentiment, en tout cas lorsque l'on écoute les médias israéliens en général, que c'est Benjamin Netanyahou qui a entravé la conclusion d'un accord. Anthony Blinken vient très clairement et il dit ce n'est pas vrai, Netanyahou n'a pas entravé la conclusion d'un accord, c'est le Hamas qui a toujours fait grimper les enchères. Absolument, normalement, vous savez, il est très souvent qu'on va droit dans l'idée web quand il concerne de fausses informations, et donc c'est pas nouveau. Moi, je n'ai jamais eu l'impression, en fait, que le gouvernement israélien fait exprès de retenir les otages à la bande de Gaza. C'était jamais assez convaincant pour moi. Mais aussi, on a attendu parler des déclarations de la part des officiers, des hauts responsables américains, et depuis des mois, si c'était Jeffrey Sullivan ou Anthony Blinken ou d'autres hauts responsables qui ont dit clairement que c'est le Hamas qui n'est pas intéressé à les libérer. Je dis plus au-delà de ça, en fait, c'est logique. Hamas, il s'agit d'un groupe terroriste qui retient des otages pour survivre en fait. Il est bien différent de la situation, ce qui se passait à la suite de guerre Yom Kippour avec l'Égypte et la Syrie. C'est-à-dire, eux, ils ont été des États qui ont pris des otages israéliens, des soldats, avec le but de les échanger en échange de quelque chose.
étant vu qu'ils vont rester au pouvoir. Le Hamas, sans les otages, il ne reste pas au pouvoir. Alors, ça, c'est j'aurais dit, un phénomène bizarre que d'un côté, oui. Comment justement vous expliquez, le fait que on ait toujours eu le sentiment, ces derniers mois en particulier en Israël, que c'était Netanyahou? Est-ce que vous pensez qu'on a essayé de mener une campagne de la part des opposants au Premier ministre, une campagne délibérée visant à utiliser cet argument pour essayer de le destituer aussi? Bon, alors moi je toujours me fie d'entrer dans le champ politique. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Mais écoutez, pour moi, j'ai du mal à le comprendre. C'est-à-dire accuser l'échelon politique, accuser le gouvernement israélien de ne pas proactivement au pouvoir de libérer les otages, ou bien faire exprès de ne pas le libérer. Pour moi, c'est pas logique. Moi, je regarde la situation, je regarde le fait même que le groupe terroriste les a kidnappés, leur a pris comme otage pour un certain objectif. Mais au-delà de ça, j'aurais dit que le gouvernement israélien peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et moi, je suis un peu plus, j'aurais dit entre guillemets conservatif ou hawkish que les étapes prises par Israël aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, effectuer l'assistance humanitaire, oui, faire pression sur l'Iran. Ce sont des étapes, oui, même placer des points d'interrogation sur les relations avec l'Égypte, étant vu qu'ils ont des leviers sur le Hamas. Oui. Et la population gazaoui elle-même. Tout cela n'a pas été pris, j'ai l'impression, à cause de la pression américaine. Alors, je voudrais qu'on aille ensemble vers le nord parce qu'on reparle du nord, on approche de la fin des 60 jours du premier délai du cessez-le-feu. Et on constate que finalement, eh bien apparemment, l'armée libanaise a des difficultés à se déployer au sud Liban et que Israël risque de devoir probablement rester plus longtemps que c'était prévu au sud Liban, que Israël exige aujourd'hui du Hezbollah de se retirer au-dessus du fleuve Litani. Où on en est dans ce dossier? Est-ce que on va dire les habitants du Nord, hier le ministre des Finances a dit qu'il pouvait rentrer à partir du 1er mars. Est-ce que les habitants du Nord font bien de rester encore prudents et d'attendre de voir comment les choses vont se décanter? Oui, visiblement, la situation est bien lointaine d'être résolue. Écoutez, Daniel, on est en train de se trouver dans une cessez-le-feu sans cessez-le-feu. Alors, bien évidemment, il y a toujours des roquettes, des missiles, des drones offensifs qui sont tirés sur le nord. On voit bien que Israël, en fait, bien différent de ce qui se passait dans le passé, Israël, en fait, empêche d'une façon constructive ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire une violation du cessez-le-feu et n'est pas seulement considérée comme le lancement de roquettes vers Israël, mais l'intention de le faire. L'intention de le faire, le transfert des armes d'un point à l'autre. Et donc, ça c'est encourageant en fait de voir l'établissement de sécurité, Tsahal, l'échelon politique, réagissent d'une telle manière. Mais vous avez raison, l'objectif final, c'est de décroiser absolument totalement l'organisation qui s'appelle le Hezbollah, mais aussi de renvoyer chez eux les résidents du Nord. Et en ce moment, j'ai l'impression encore une fois que ces 60 jours sont destinés comme, j'aurais dit, une ligne de faire, comment dire, de faire preuve qu'Israël est sérieux. Et donc, avec l'inauguration du président Trump, j'ai l'impression qu'Israël serait beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre de prendre des étapes beaucoup plus audacieuses, même plus audacieuses que ce qu'on passait au cours des mois de septembre-octobre, et avec absolument le bombardement de milliers de cibles, l'assassinat de Nasrallah et tout le rang des responsables de Hezbollah, l'incursion terrestre dans le sud du Liban, les opérations de Viper et Walkie-Talkie, tout ça a absolument démoli la structure de Hezbollah, mais à voir, c'est-à-dire la résolution totale ne serait jamais, la résolution totale c'est lointain, mais la résolution de la situation au Liban n'est pas limitée à des étapes militaires seulement. C'est-à-dire, on serait obligé
de faire preuve de la désiranisation du Liban avec des élections au Parlement, le rejet total de l'Iran et de Hezbollah par le public libanais, et à voir, mais à mon avis, après le 20 janvier, on va voir des surprises. Eh bien, Or Issachar, après le 20 janvier, on aura certainement l'occasion de se parler pour essayer de mieux comprendre en fait effectivement si l'arrivée de Donald Trump bouleverse totalement la donne sur le plan sécuritaire au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient. Merci beaucoup Or d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée.